Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 3 premiers domaines du module du navigateur autochtone sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Ces 3 domaines sont les suivants: l'autodétermination, l'intégrité culturelle, ainsi que les terres, territoires et ressources. Nous introduirons aussi les concepts utilisés ainsi que les instruments pertinents relatifs aux droits humains. Domaine numéro 1. L'autodétermination. Ce premier domaine concerne le cadre général régissant la protection et la promotion des droits humains des peuples autochtones. Il comprend des droits fondamentaux tels que le droit à l'autodétermination, le droit au consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, et le droit à la non-discrimination, tant au niveau individuel que collectif. Comme évoqué dans la première vidéo sur les principaux instruments et normes relatifs au devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, les États ont l'obligation légale de faire respecter les droits humains dans l'ensemble des politiques pertinentes, y compris les lois, plans, mesures et cadres de mise en œuvre encadrant les activités et opérations des entreprises. Ces obligations sont renforcées par les principes directeurs des Nations Unies, qui affirment que les États doivent protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits humains, au moyen de politiques, lois, règles et procédures judiciaires appropriées. En outre, ces principes établissent que les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains, y compris les droits des peuples autochtones, et d'éviter de porter atteinte à ces droits. Pour ce faire, elles doivent notamment exercer un devoir de vigilance afin de recenser, prévenir, atténuer et rendre compte des incidences négatives et garantir un dialogue réel avec les communautés autochtones par le biais de leurs propres institutions représentatives et processus décisionnels. Comme indiqué dans la première vidéo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans son observation générale numéro 24 sur les obligations des États dans le contexte des activités des entreprises, souligne que les États parties doivent veiller à ce que les incidences négatives, réelles et potentielles des activités des entreprises sur les droits des peuples autochtones soient systématiquement prises en compte dans le cadre des études d'impact sur les droits humains. La non-discrimination constitue une catégorie spécifique, autrement dit un sous-domaine de l'autodétermination. Cette catégorie est incluse à la fois dans l'enquête nationale et dans l'enquête communautaire. Elle concerne les obligations incombant à l'État de garantir la jouissance pleine et égale des libertés et droits fondamentaux par les peuples autochtones, tant individuellement que collectivement, et sans discrimination. Cette protection est essentielle pour permettre l'exercice du droit à l'autodétermination. Du point de vue du devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, il est essentiel d'évaluer la mise en place de mesures de protection juridique contre la discrimination afin d'identifier les risques structurels. L'absence ou l'insuffisance de ces protections peut signaler des vulnérabilités systémiques qui exposent les peuples autochtones tant individuellement que collectivement à des préjudices disproportionnés liés aux activités des entreprises. Les questions relevant de cette catégorie permettent de déterminer la ratification ou non par l'État concerné des instruments internationaux et régionaux visant à protéger les droits des peuples autochtones, y compris dans le contexte des activités et opérations des entreprises, la publication de recommandations par les mécanismes de protection des droits humains concernant les incidences des activités et opérations des entreprises sur les droits des peuples autochtones et leur mise en œuvre, et l'existence de politiques, plans, mesures, lois et cadres de mise en œuvre visant à réglementer les activités des entreprises au regard des incidences sur les droits humains et l'environnement, tels que les plans d'action nationaux sur les entreprises et les droits humains, ou les lois sur le devoir de vigilance et les études d'impact en matière de droits humains, et l'inclusion par ceux-ci de considérations spécifiques portant sur les droits des peuples autochtones. Par exemple, le droit au consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, aussi désigné par l'abréviation CPLCC. Les études d'impact constituent un outil analytique essentiel pour comprendre les incidences potentielles des activités des entreprises sur les peuples autochtones et leurs droits.
Elles sont un élément clé de l'exercice du devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, car elles permettent de recenser et de traiter les incidences négatives potentielles des activités des entreprises sur les peuples autochtones avant que ces atteintes ne surviennent. Les instruments internationaux relatifs aux droits des peuples autochtones, tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Convention numéro 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, indiquent que les États devraient mener des études d'impact afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement, avant le lancement d'activités de développement susceptibles d'affecter les peuples autochtones. Ces études doivent être menées en coopération avec les représentants et représentantes des peuples autochtones. Les questions abordées ici concernent principalement l'enquête nationale. Dans l'enquête communautaire, la plupart des questions ciblent les expériences vécues par les communautés, par exemple, la réalisation d'études d'impact dans leur communauté et la prise en compte ou non des connaissances traditionnelles et des valeurs culturelles dans ces études. Le droit au consentement préalable donné librement et en connaissance de cause, connu sous l'acronyme CPLCC, est un élément fondamental du droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Dans cette catégorie, l'accent est mis sur l'obligation des États de consulter les peuples autochtones afin d'obtenir leur CPLCC concernant les politiques, plans, mesures, lois, cadres de mise en œuvre et projets. Les États ont des obligations importantes en matière de consultation des peuples autochtones. D'une part, la consultation doit avoir lieu avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives liées aux activités des entreprises susceptibles de concerner les peuples autochtones, ou avant l'approbation de tout projet affectant leurs terres, territoires ou autres ressources. Par ailleurs, la consultation doit se faire avec les peuples autochtones concernés et par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives. En outre, la consultation doit se dérouler de bonne foi avec les peuples autochtones concernés, autrement dit, dans le cadre d'un processus sincère, respectueux, visant à parvenir à un accord, et non pas simplement à remplir une exigence formelle. Ces obligations sont énoncées aux articles 19 et 32.2 de la DNU-DPA. Enfin, la consultation des peuples autochtones doit avoir pour objectif de parvenir à un accord ou à un consentement sur une mesure proposée, conformément aux articles 6 et 7 de la Convention numéro 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. L'enquête nationale permet de déterminer la reconnaissance par l'État dans sa législation nationale de l'obligation de consultation des peuples autochtones afin d'obtenir leur CPLCC, l'adoption par l'État de lois ou autres mesures prévoyant la réalisation d'études d'impact concernant les activités des entreprises susceptibles d'avoir des incidences négatives sur les droits des peuples autochtones aux terres, territoires, au patrimoine culturel, aux connaissances traditionnelles et à la culture. Et l'existence de procédures ou mesures garantissant la tenue de ces consultations appropriées, telles que des études d'impact sur l'environnement. L'enquête communautaire permet de déterminer la réalisation ou non d'études d'impact, leur contenu, la qualité des processus de consultation, en d'autres termes leur degré d'inclusivité et de conformité aux exigences fixées par la norme du CPLCC. Le deuxième domaine relève de l'intégrité culturelle. Ce domaine porte donc sur les droits culturels des peuples autochtones, notamment le droit de pratiquer leurs coutumes culturelles, spirituelles et religieuses, ainsi que le droit de préserver et de développer leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles. La DNU-DPA souligne que les peuples autochtones ont les droits suivants en matière d'intégrité culturelle. Article 11.1. Le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture. Article 12.1. Le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d'enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels. Le droit d'entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d'y avoir accès en privé. Le droit d'utiliser leurs objets rituels et d'en disposer.
Article 31. Le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leurs savoirs traditionnels et leurs expressions culturelles traditionnelles. Le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles. Il est important que ces droits soient reconnus afin de garantir la protection des traditions, coutumes et cérémonies autochtones contre l'exploitation ou la dégradation de l'environnement liée aux activités des entreprises, telles que l'accaparement des terres ou la pollution. La catégorie intégrité culturelle apparaît dans les deux types d'enquêtes. Les questions relevant de cette catégorie visent à évaluer si les peuples autochtones jouissent de ces droits dans le contexte des activités des entreprises. Il s'agit notamment d'examiner les incidences réelles et les incidences potentielles des activités des entreprises ou des politiques sur les droits culturels des individus ou des communautés. Une attention particulière est portée à la question de savoir si certains groupes au sein des communautés, par exemple les femmes et filles autochtones, ont été touchés de manière disproportionnée. L'enquête examine ensuite si les politiques, plans, mesures, lois et cadres de mise en œuvre protègent la capacité des peuples autochtones à pratiquer leurs traditions, coutumes et cérémonies culturelles, spirituelles et religieuses dans le contexte des risques, incidences et mesures liées aux activités des entreprises. Le domaine numéro 3 porte sur les terres, territoires et ressources. La terre est au cœur de l'identité, de la culture et des pratiques spirituelles des peuples autochtones. Elle n'est pas seulement une ressource, mais une entité vivante avec laquelle les peuples autochtones entretiennent une relation profonde et réciproque. Cependant, alors que la terre revêt une signification sacrée et culturelle pour les peuples autochtones, elle est souvent appréhendée par les entreprises, principalement en termes de développement et de valeur économique. Les terres, territoires et ressources autochtones sont fréquemment exposées au risque d'appropriation. C'est souvent le cas, par exemple, dans le cadre de projets énergétiques, car plus de la moitié des gisements minéraux nécessaires à la transition énergétique mondiale, notamment le lithium, le cobalt, le cuivre et le nickel, se trouvent près des terres autochtones ou sous celles-ci. Cette situation peut avoir des incidences négatives sur les droits humains des peuples autochtones, tels que le déplacement de population ou la pollution. Ce domaine couvre les catégories suivantes: reconnaissance, protection et décisions judiciaires concernant les droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles, dépossession, déplacement et réinstallation, indemnisation, restitution et réparation. La première catégorie de ce domaine porte sur la reconnaissance, la protection et les décisions judiciaires relatives aux droits inhérents aux terres, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. Le droit international reconnaît les droits connexes, notamment dans les articles 25 à 28 de la DNUDPA et dans la Convention numéro 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. L'article 26 de la DNUDPA précise que les peuples autochtones ont le droit de posséder, d'utiliser et de gérer les terres et ressources qu'ils possèdent actuellement. Mais l'article 25 va plus loin. Il reconnaît leur connexion spirituelle profonde avec les terres, eaux et territoires qu'ils ont utilisés traditionnellement, ce qui leur confère le droit de conserver leur lien spirituel avec les territoires et ressources qui ne sont plus en leur possession, mais qu'ils ont pourtant possédés ou occupés dans le passé. Les organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits humains, tels que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans son observation générale numéro 26 sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, ont également souligné l'importance de respecter les liens spirituels que les peuples autochtones peuvent entretenir avec les territoires et ressources. Les questions relevant de cette catégorie visent à déterminer dans quelle mesure les droits collectifs des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources sont reconnus dans la législation nationale. Elles permettent également de documenter l'existence éventuelle d'allégations selon lesquelles les activités des entreprises auraient des incidences négatives passées ou en cours sur ces droits collectifs,
des incidences sur les terres, territoires et autres ressources des peuples autochtones, et si des politiques, plans, mesures, lois et cadres de mise en œuvre ont favorisé les préjudices allégués ou y ont contribué. La deuxième catégorie, dépossession, déplacement et réinstallation, couvre les obligations des États de protéger les peuples autochtones contre les expulsions et de garantir une procédure régulière en cas d'expulsion liée aux activités des entreprises. Étant donné que les activités des entreprises et les politiques, plans, mesures, lois, cadres de mise en œuvre et projets connexes peuvent provoquer une concurrence à l'égard des terres, les peuples autochtones doivent être protégés contre les expulsions forcées et une procédure régulière doit être garantie en cas d'expulsion. Il convient notamment de mettre en place des processus visant à garantir le droit au CPLCC. L'article 10 de la DNU-DPA indique clairement que les peuples autochtones ne peuvent être déplacés de force de leur terre ou territoire et qu'aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans leur CPLCC. Ce principe est renforcé dans les articles 16.1 à 16.3 de la Convention numéro 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. En outre, la protection contre les expulsions forcées est un aspect essentiel du droit humain à un logement convenable. Il s'agit d'un droit fondamental protégé par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les États ont l'obligation d'assurer à toute personne un niveau acceptable de sécurité et d'occupation garantissant une protection légale contre les expulsions forcées. Les questions relevant de cette catégorie visent à déterminer si les réglementations nationales en matière de déplacement prévoient des mesures spécifiques pour les peuples autochtones ou les territoires concernés, et à documenter les expériences des peuples autochtones qui ont été dépossédés, déplacés ou réinstallés sans leur CPLCC en raison des activités des entreprises. Indemnisation, restitution et réparation. Les activités des entreprises, telles que celles menées dans les secteurs miniers, agricoles, des infrastructures ou de l'énergie, se déroulent souvent sur ou à proximité des terres, territoires et ressources des peuples autochtones. Lorsque ces activités entraînent la confiscation, l'occupation, l'utilisation ou la détérioration sans CPLCC, elles portent atteinte aux droits des peuples autochtones. Ainsi, il est essentiel de garantir une réparation, une restitution et une indemnisation adéquates afin de respecter le droit d'accès à des voies de recours. Ce droit est affirmé dans la DNU-DPA, à l'article 28.1 qui dispose que les peuples autochtones ont droit à réparation, notamment à la restitution ou lorsque cela n'est pas possible, à une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qui ont été pris ou dégradés sans leur consentement. Également à l'article 32.3 qui oblige les États à mettre en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation et à atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel. Et enfin à l'article 8.2b qui exige en outre des États qu'ils préviennent tout acte qui dépossède les peuples autochtones de leurs terres, territoires ou ressources et qu'ils y remédient. Le droit à un recours est inscrit dans des traités contraignants relatifs aux droits humains, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui impose aux États de garantir à toute personne dont les droits ont été violés l'accès à des voies de recours efficaces par le biais de mécanismes juridiques compétents. Dans le contexte des préjudices liés aux activités des entreprises, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme soulignent que les États doivent garantir l'accès à un recours effectif et que les entreprises doivent mettre en place ou participer à des mécanismes de réclamation pour les individus et les collectivités touchées. Les principes directeurs des Nations Unies définissent des critères d'efficacité pour des mécanismes non judiciaires et précisent que les entreprises ne doivent pas compromettre les efforts des États visant à faire respecter les droits humains, y compris l'intégrité des processus judiciaires. Voici quelques concepts clés mentionnés dans cette catégorie. Tout d'abord, la réparation. La réparation désigne l'obligation qui incombe à l'État de fournir un accès à des recours efficaces en cas de violation ou d'atteinte aux droits. La réparation comprend des mécanismes juridiques
administratifs ou autres qui permettent d'annuler les décisions injustes, comme les déplacements forcés, et d'accorder une mesure de restitution, d'indemnisation ou d'autres mesures de justice. L'article 8.2 de la DNU-DPA appelle les États à fournir une réparation efficace pour tout acte ayant pour but ou pour effet de déposséder les peuples autochtones de leurs terres, territoires ou ressources. Deuxièmement, la restitution. La restitution est l'acte consistant à rendre ce qui a été perdu ou pris. Elle comprend le droit au retour et le droit des peuples autochtones à retourner sur leurs terres traditionnelles. Enfin, l'indemnisation. L'indemnisation désigne ce qui a été donné pour compenser une perte. Dans le contexte de la réinstallation, les normes internationales exigent qu'une indemnisation adéquate soit accordée sous la forme de terres de qualité et de statut juridique équivalent ou supérieur. La DNU-DPA souligne dans son article 28.1 la nécessité d'une réparation juste et équitable et d'une indemnisation équitable. La Convention numéro 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux stipule à l'article 16 que lorsque le retour sur les terres traditionnelles n'est pas possible, les peuples autochtones devraient recevoir des terres de qualité et de statut juridique équivalent à ceux qu'ils occupaient antérieurement. L'observation générale numéro 26 du comité DESC sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels énonce également l'obligation des États d'indemniser les valeurs immatérielles. Les États ont l'obligation de reconnaître et de protéger la dimension collective de l'occupation des terres, particulièrement dans le cas des peuples autochtones qui entretiennent avec leurs terres traditionnelles des liens matériels et spirituels qui sont indispensables à leur existence, leur bien-être et leur plein épanouissement. Les questions relatives à l'indemnisation, la restitution et la réparation figurent uniquement dans l'enquête communautaire. La question principale vise à déterminer l'existence d'une mesure adéquate de réparation, de restitution ou d'indemnisation en cas de dépossession, d'utilisation ou d'exploitation des terres, territoires et ressources des peuples autochtones du fait des activités des entreprises ou de contextes liés aux entreprises. Les questions complémentaires visent à déterminer si les mesures correctives ont suffisamment pris en compte les valeurs culturelles, religieuses, spirituelles et environnementales, ainsi que les besoins et droits des femmes et filles autochtones. La dernière catégorie de ce domaine, environnement, est directement liée à l'article 29.1 de la DNU-DPA, qui énonce le droit des peuples autochtones à participer à l'utilisation, à la gestion et à la préservation des ressources naturelles. Ces droits sont également renforcés par des normes contraignantes. La Convention numéro 169 de l'OIT, dans son article 7.4, précise que l'État doit prendre des mesures pour protéger et préserver les terres et territoires en coopération avec les peuples autochtones qui les habitent. Pour ce faire, les États doivent veiller à ce que les incidences des activités des entreprises sur les droits des peuples autochtones soient prises en compte dans les études d'impact sur les droits humains et autres études d'impact connexes. L'observation générale numéro 24 du comité DESC sur les obligations des États dans le contexte des activités des entreprises développe ce point en expliquant qu'à défaut, les États enfreindraient l'obligation qui leur incombe de protéger les droits consacrés par le pacte si, par exemple, ils accordaient des autorisations de prospection et d'exploitation des ressources naturelles sans tenir dûment compte des incidences potentiellement néfastes de ces activités sur l'exercice par les individus et les communautés des droits qui leur sont garantis par le pacte. Les questions relevant de cette catégorie permettent de vérifier l'existence de plaintes déposées auprès des autorités nationales concernant les incidences environnementales affectant les terres, territoires et ressources autochtones dans le contexte des activités des entreprises, et l'existence d'allégations de stockage, de décharge ou de rejet accidentel de matières dangereuses sur ou à proximité des terres, territoires et ressources autochtones. Ces questions peuvent également aider à documenter les expériences des peuples autochtones en matière d'incidence sur l'environnement causée par les activités des entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'utilisation des enquêtes et la planification d'ateliers de renforcement des capacités, n'hésitez pas à explorer les autres tutoriels vidéo et documents disponibles sur cette page.